Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. On est vendredi, c'est la fin de la semaine et j'ai plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir, des trucs que j'ai entendus en coaching ou en accompagnement, ou simplement des réflexions qui m'animent en ce moment. Il n'y aura pas vraiment de fil conducteur sur tout l'épisode aujourd'hui, il y aura plusieurs pistes. Après, il y a quand même une sorte de direction qui est le professionnalisme des auteurs, mais ça c'est valable sur tout le podcast et pas seulement sur cet épisode. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était une histoire qu'on m'a racontée en accompagnement. Je fais un accompagnement pendant 6 mois avec des auteurs où je suis les projets. On se réunit un week-end par mois et je fais des retours. J'offre un cadre dans lequel ces auteurs peuvent travailler, alors que c'est pas forcément facile dans leur vie de tous les jours. Et ça permet comme ça d'avancer en conscience sur les projets. Dans une conversation qu'on a eue, l'une des participantes nous racontait qu'elle a une connaissance qui écrit, qui avait publié chez un éditeur qui a fait faillite, et que cette personne a eu beaucoup de mal et continue à avoir beaucoup de mal à récupérer les droits de son livre. Même si l'éditeur a fait faillite, il est légalement propriétaire des droits sur le travail de cet auteur, et c'est compliqué pour elle de réussir à récupérer ses droits, et c'est une lutte. Quelque chose qui était pour elle hyper positif, hyper joyeux, le fait de pouvoir être édité, qui est ce après quoi courent beaucoup d'auteurs, se transforme petit à petit en un cauchemar inextricable. Et la question que me posait la participante à l'atelier, c'était est-ce que toi, t'as des histoires comme ça ? Moi, j'ai dit non, en fait. J'ai pas d'histoire horrifique comme ça, où j'ai perdu les droits sur mes livres, où une relation avec un éditeur s'est changée en quelque chose de très hostile et cauchemardesque. J'ai eu des projets qui n'ont pas abouti, j'ai eu des éditeurs qui ont fait faillite, je me suis disputé avec certains éditeurs parce qu'on n'avait pas du tout la même direction ou la même vision sur le projet, ou parce qu'on s'entendait pas, parce que la relation fonctionnait pas. Mais dans la mesure où j'ai jamais sacralisé ou idéalisé ou fantasmé l'éditeur, je suis toujours rentré dans ces relations sur un pied d'égalité et dans une logique de partenariat. Donc ça veut dire que ma responsabilité dans un partenariat, c'est de défendre mes intérêts, de respecter les intérêts de l'autre, et de trouver les compromis qui vont faire qu'on va pouvoir bien travailler ensemble. Quand je parle avec les auteurs, les primo-auteurs, ou même des auteurs qui ne sont pas encore édités, mais qui portent un projet d'écriture, souvent, l'horizon qu'ils donnent à leur projet d'écriture, comme l'espèce de sésame qu'ils ont en tête, c'est l'édition. C'est-à-dire, j'écris, et quand je demande, ok, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de ce projet ? C'est, je voudrais être édité. Et quand on gratte un petit peu, on a systématiquement cette idée que l'éditeur, ça va être une sorte de formule magique qui va faire passer le projet du statut, d'idées développées en interne, d'un truc un petit peu perso qui nous ressemble, qui nous appartient, à un grand succès commercial. Et on a l'idée que deux choses. D'une part, l'éditeur, il doit prendre ce qu'on lui amène sans demander de correction, si ce n'est à la marge, et qu'on peut lui faire confiance aveuglément parce qu'il a à cœur les intérêts de notre projet. Et il y a un problème avec ces deux postures. L'éditeur, c'est pas une formule magique, c'est pas un petit génie sorti de la lampe, c'est juste une personne passionnée par les livres, qui a une vision artistique qui passe par le fait de mettre en valeur le travail d'autres personnes, de se connecter à d'autres, à des auteurs, à des gens qui ont une vision eux aussi artistique et qui possèdent un champ de compétences que l'éditeur n'a pas forcément. L'éditeur, son travail, c'est pas d'écrire des livres, mais c'est de les faire exister commercialement. L'auteur, son travail, c'est d'écrire des livres, pas forcément de les faire exister commercialement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans l'idéalisation que les auteurs font du rapport à l'éditeur. L'éditeur, il est porteur d'une vision artistique qui s'exprime dans le catalogue qu'il développe, donc dans le choix des livres qu'il va privilégier, dans la direction qu'il donne à ses livres, la direction éditoriale qu'il donne à ses livres, et ensuite dans l'écosystème qu'il va créer autour de son catalogue. Donc quand un auteur vient voir un éditeur, c'est pas pour que l'éditeur prenne le livre tel quel et l'intègre à son catalogue. Ça arrive très rarement, ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point de rencontre entre la vision de l'auteur et la vision de l'éditeur. Quand on va voir un éditeur, il faut toujours accepter que le livre va devoir être réorienté de façon à s'inscrire dans la vision artistique de l'éditeur. Donc il y a déjà cette question du compromis artistique qu'on est prêt à faire pour pouvoir travailler avec un éditeur. Et ensuite, il y a l'autre question qui est la défense de ses propres intérêts. C'est-à-dire que quand je viens voir un éditeur, moi, auteur, je viens chargé de ma confiance dans ma compétence, pas forcément porteur d'un excès de confiance dans la valeur de mon projet. C'est-à-dire que je viens pas en disant « mon livre, c'est le meilleur possible et c'est la meilleure version possible de ce livre, prenez-le ou sinon je m'en vais ». Je viens simplement en sachant que je sais écrire une histoire et que je saurais
adapter mon histoire aux exigences de l'éditeur. En tout cas, aux demandes de l'éditeur, plutôt qu'à ses exigences. Mais je sais aussi que cette compétence, elle justifie que je la défende. Donc ça peut vouloir dire de négocier une avance, ça peut vouloir dire de négocier un contrat, ça veut dire systématiquement de discuter les conditions d'un contrat. Moi, j'ai jamais accepté un contrat sans en discuter. Parfois en faisant réviser un article à la marge, parfois en faisant augmenter l'avance, parfois en retirant certaines clauses qui octroyaient des droits futurs à l'éditeur que je n'étais pas confortable de lui octroyer, mais simplement pour montrer qu'on était dans une vraie relation d'égal à égal et de partenariat, et pas dans un truc où c'est simplement l'éditeur n'est pas un prestataire de service chez qui je vais signer un contrat qui poserait les règles de manière unilatérale de la relation. Alors bien sûr, il y a des usages, bien sûr, il faut comprendre pourquoi les contrats d'édition sont faits comme ils sont faits, comment ça facilite le travail. Après, on a toute une discussion qu'on peut avoir sur la validité du système du droit d'auteur tel qu'il est pratiqué en France. Est-ce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour les œuvres? Est-ce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour les auteurs et pour les éditeurs? Ça, c'est une question qui est largement ouverte et loin d'être tranchée. Ce qui est important, c'est de comprendre que comme on est dans une association commerciale, dans une association professionnelle, chacun apporte quelque chose sur la table et chacun doit pouvoir se sentir confortable dans la relation qui est nouée. Ça veut dire qu'en tant qu'auteur, on va lire et comprendre et analyser et décortiquer tous les articles du contrat. S'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on en parle. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on se les fait expliquer, peut-être par un avocat, peut-être par un autre auteur, et on ne signe un contrat que si on est à l'aise avec toutes les clauses. On ne signe pas un contrat par défaut juste parce qu'on se sent chanceux, j'avais eu cette conversation une fois avec une amie, chanceux d'avoir été choisi par un éditeur. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un éditeur choisisse un auteur. C'est un choix qui se fait dans les deux sens. C'est une relation qui se noue ou qui ne se noue pas. Et parfois, moi, j'ai des éditeurs avec qui j'ai pas travaillé parce qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente, et des éditeurs avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est très bien passé, ou d'autres avec qui ça s'est moins bien passé, mais ça, c'est autre chose. Si je suis à l'aise avec les conditions dès le départ, si j'ai fait en sorte de m'assurer qu'en cas de défaillance de l'éditeur, j'allais pouvoir récupérer mes droits, si j'ai fait en sorte de recevoir une avance et que je suis à l'aise avec le fait que ce sera peut-être le seul argent que je toucherai sur ce livre, je peux pas avoir de mauvaise expérience. Même si ça se passe pas comme prévu, même si l'éditeur fait faillite, même si je perds mes droits, à partir du moment où le point de départ de la relation, c'est-à-dire j'ai touché mon avance, j'ai signé mon contrat, on s'est entendu sur les clauses, à partir du moment où ça a été clean, à partir du moment où je me suis dit peut-être que c'est la seule chose que j'aurai de ce livre, et je suis OK de faire ça dans ces conditions-là, de faire ce travail-là dans ces conditions-là, à ce moment-là, il n'y a pas de mauvaise expérience possible. Donc ce que je veux dire ici, c'est quand vous envisagez l'édition, faites-le en gardant en tête, que l'éditeur vous doit rien, que vous devez le rencontrer à mi-chemin parce que c'est votre vision artistique et sa vision artistique qui doivent bénéficier de votre relation, que vous êtes responsable de la préservation de vos propres intérêts, donc il ne faut pas hésiter à discuter, à négocier, prendre le temps de savoir si vous êtes bien à l'aise avec les conditions qu'on vous propose, et de ne pas accepter un contrat juste parce que enfin vous passez la porte de l'édition, parce que l'édition, c'est pas le sésame que beaucoup d'auteurs débutants pensent que c'est. C'est une étape, c'est une manière d'exister en tant qu'auteur, c'est pas forcément la meilleure pour tout le monde, et c'est certainement pas la panacée. Donc je vois que ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis là. J'avais prévu d'aborder d'autres sujets, mais en fait, celui-ci était déjà assez riche. Un autre sujet que je voulais aborder, c'était la question de notre professionnalisme dans notre manière de nous adapter aux accidents de la vie. Il n'y a pas de vie linéaire, il n'y a pas de vie dans laquelle vous tomberez pas malade, dans laquelle quelqu'un dans votre entourage n'aura pas besoin de votre aide à un moment donné où c'est pas propice pour vous. Il n'y a pas de vie dans laquelle vous serez toujours en pleine forme, toujours d'attaque, toujours plein d'inspiration. Il n'y a qu'une vie dans laquelle vous vous levez le matin en croisant les doigts, en vous disant « j'espère que j'aurai un maximum de mes ressources internes aujourd'hui pour faire mon travail correctement ». En partant de ce postulat-là, j'accepte que être auteur, ça veut dire que parfois, je vais devoir écrire sans être dedans, sans être au maximum de ma compétence, sans avoir forcément toute ma disponibilité mentale ou émotionnelle pour le projet, et qu'il faut que je sache m'adapter à mes circonstances, de sorte à pouvoir respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes projets, vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis de mes lecteurs, quelles que soient les circonstances de ma vie. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur une nouvelle. Je suis pas du tout dedans. C'est pas un sujet qui me plaît énormément. J'ai pas des idées très claires. Je suis fatigué. Je suis dans l'attente de réponses sur un autre projet et ça me disperse. Et ben, je fais quand même le boulot. Je suis beaucoup moins efficace. J'écris 2 fois moins vite que ce que je fais d'habitude. Je suis pas du tout convaincu de ce que je fais. Je me pose énormément de questions sur le fond. Et en même temps, je fais le boulot.
et j'enverrai le texte, et il sera ce qu'il sera, et il aura la répercussion qu'il aura, positive ou pas, et peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est de faire le travail. Et ce qui compte pour n'importe quel auteur, et à partir du moment où vous dites je veux être auteur, ce qui compte, c'est à partir du moment où je m'engage sur un projet, que ce soit un engagement personnel ou que ce soit un engagement avec quelqu'un, si j'ai une commande par exemple, je sais que je suis en mesure de respecter cet engagement, quelles que soient les circonstances dans mon existence. Et parfois, ça veut dire que je vais devoir revoir à la baisse mes exigences par rapport au projet et faire un travail qui sera juste assez bon, mais pas remarquable, ça arrive, et c'est pour ça que c'est important pour chaque auteur de développer un socle de compétences de base suffisant pour pouvoir faire le job. C'est-à-dire faire le job, c'est intéresser un lecteur, raconter une histoire cohérente, développer des personnages qui soient caractérisés de façon vraisemblable, développer des relations intéressantes et véhiculer, à travers la manière dont on narre les histoires, à travers la mise en scène, véhiculer des émotions, véhiculer des sensations suffisamment fortes pour que le lecteur puisse se sentir immergé dans l'histoire et que la lecture soit fluide. Ça, c'est la base, avec évidemment en amont de ça une autre base qui est la maîtrise du langage, la grammaire et l'orthographe qui sont même pas en discussion. Mais ça, pour ça, à la limite, il y a des correcteurs. C'est beaucoup plus facile de trouver des correcteurs sur l'orthographe, des personnes qui soient capables de relire un livre et de vous alerter sur des problèmes de grammaire et d'orthographe que de trouver quelqu'un qui soit capable de vous accompagner sur de la structure ou sur de la narration. Il y a peu de gens qui sont formés à un niveau suffisamment élevé pour accompagner des auteurs en activité sur ces questions-là. Il y en a, il faut les trouver, mais c'est plus compliqué. À partir du moment où vous savez mettre en application ces compétences de base pour produire des récits qui tiennent la route, qui fonctionnent, vous savez que vous pouvez tenir n'importe quel engagement. À partir du moment où vous ajoutez à ça la conscience de votre vitesse de travail, c'est-à-dire vous savez à quelle vitesse vous êtes capable d'écrire combien de mots, dans quelles circonstances, vous êtes capable d'anticiper, de planifier votre écriture de façon à respecter vos échéances. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi faire de la gestion de projet, donc on va pouvoir être en mesure de dire si j'ai 3 mois pour faire un projet, que je suis capable d'écrire, disons n'importe quoi, un quart du projet par mois, il va me manquer une partie. Donc ça veut dire que, gestion de projet oblige, je vais ajuster mes priorités dans ma vie et pendant ces 3 mois, il y a une activité de ma vie que je vais diminuer, voire arrêter pour pouvoir créer de l'espace pour réussir à faire rentrer un tiers du projet et pas seulement un quart dans chaque mois et tenir mon engagement de faire le projet en 3 mois. Si vraiment c'est pas possible, soit je prends pas l'engagement, soit je suis très clair au départ sur le fait que je tiendrai pas la date qui m'a été proposée et que j'ai besoin d'une date un mois plus tard. Ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence professionnelle, de la conscience professionnelle, je sais pas trop quel est le bon terme ici, mais qui permettent de vous positionner vous-même dans une posture digne. Vous êtes en mesure d'aller voir un partenaire, un éditeur, un co-auteur, un lecteur, peu importe, et de lui dire voilà ce que je vais faire et de vous y tenir. Et ça, c'est valable pour l'image que vous renvoyez, mais c'est aussi surtout valable pour l'image que vous envoyez à vous-même. Et pour vous sentir bien, c'est pour ça que je parlais de dignité, pour vous sentir compétent, pour vous sentir droit dans vos bottes quand vous vous présentez comme auteur aux personnes qui vous entourent. Je parle de ça parce qu'on a eu la conversation aujourd'hui avec une auteure que j'accompagne sur le fait qu'il y a eu de l'imprévu dans sa vie et du coup ça chamboule son organisation d'écriture. Elle était prête à renégocier avec la date qu'elle s'était donnée pour finir son livre et je lui ai dit en fait ce que tu peux essayer de faire c'est de ne pas renégocier la date mais plutôt de renégocier tes attentes par rapport au projet. Tu as déjà une version finie du projet qui fonctionne. Concentre-toi sur le fait de la rendre vraiment fluide plutôt que de chercher à l'amener au niveau suivant d'achèvement. Et ça, c'est une astuce de gestion de projet qui est importante à savoir employer pour pouvoir justement prendre en compte le principe de réalité qui fait qu'il n'y a pas de vie parfaite et qu'il n'y aura jamais une fluidité totale dans votre quotidien qui fera que tout se passera comme vous l'aviez prévu, comme vous le vouliez, au moment où vous le vouliez. Je m'arrête là, j'aborderai le prochain sujet la semaine prochaine. Je vous dis à lundi et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!